La vision à distance tient son nom des premières expérimentations consistant pour un voyant à décrire les caractéristiques d'un lieu situé à distance et dont il ne sait rien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série Science et Voyance. Aujourd'hui je vous parle des recherches menées principalement aux États-Unis sur ce qui s'est appelé là-bas Remote Viewing. Les premières recherches du genre peuvent remonter aux travaux du chimiste français René Varcolier entre les années 20 et les années 60. Pendant une quarantaine d'années, le chercheur effectue principalement des recherches axées sur l'échange d'informations entre deux consciences, communément appelées télépathie. Il le fait au moyen de protocoles dans lesquels un agent émetteur envoie, en quelque sorte, une image simple à un percipient chargé de traduire ses perceptions en croquis et en description. Comme souvent à cette époque, on imagine que l'information intuitive transite comme une onde radio et Varcolier fait l'analogie entre télépathie et télégraphie sans fil. Cette idée fait assez sens lorsque dans certains protocoles, les sujets se trouvent séparés géographiquement et que tout donne l'impression que les informations voyagent de l'un à l'autre. L'étude qualitative des résultats montre que dans une expérience sur 5, on observe des coïncidences probantes entre les dessins réalisés par le percipient et celui envoyé par l'émetteur. Mais on remarque aussi que lorsque les sujets sont entraînés, ces résultats montent jusqu'à une expérience sur 2 avec des correspondances valides. Durant toutes ces années, René Varcolier, qui est rejoint ensuite par un autre chercheur, Upton Sinclair, commence à comprendre la façon dont une cible, telle qu'un dessin, est perçue intuitivement par un voyant. Les informations apparaissent d'abord de manière fragmentaire, comme les pièces d'un puzzle dont on ignore l'image finale. Des formes géométriques sont perçues et dessinées, mais elles ne sont pas forcément identifiées à ce à quoi elles correspondent. Des idées fondamentales sont détectées et représentées par des petits dessins. Par exemple, regardez, pour le croquis d'un dirigeable, la forme oblongue est perçue, et elle est même représentée. La forme en 8 est perçue, c'est la forme de l'hélice également. Et puis également, une forme dense tente de décrire une sorte de sensation de suspension. Tous les éléments se trouvent dessinés séparément, mais le percipient, lui, n'est pas en mesure de dire que c'est un dirigeable. Cette particularité de la perception intuitive se retrouvera ensuite dans toutes les expériences menées. Il est difficile pour le sujet intuitif d'assembler les informations perçues et de reconstruire par la logique l'image cible correcte. Dans leur publication, Varcolier et Sinclair établissent qu'il est aisé en fait de percevoir ce qui se rapporte au mouvement, ce qui contient une forme, ce qui contient une émotion, ce qui a du contraste. Les concepts, les symboles et les représentations abstraites, en revanche, ne passent pas aisément. Ils mettent en lumière également les mécanismes des interprétations. Dès qu'un sujet perçoit quelque chose de façon intuitive, sa partie logique cherche à identifier ce que c'est, et souvent, il se trompe. Outre-Atlantique, ces recherches sont connues et différents scientifiques mènent leurs propres expérimentations. En 1972 notamment, au sein du laboratoire de Stanford, au sud de San Francisco, il y a le physicien Al Puthoff qui s'intéresse à toutes ces recherches et il va à New York rencontrer un groupe de chercheurs qui font partie de l'American Society for Psychical Research. Ces chercheurs à New York travaillent sur l'expansion de conscience, les phénomènes de sortie hors du corps et toute la communication non conventionnelle qui sont des domaines d'études pour lesquels un artiste new-yorkais, Ingo Swann, se trouve doué dans l'utilisation de ses capacités intuitives. Al Puthoff le rencontre et l'artiste accepte de travailler avec lui. Débute alors une collaboration fertile composée de protocoles d'expériences inédits pour tester la voyance et comprendre la manifestation de celle-ci. Pendant plusieurs semaines, Ingo Swann enchaîne ainsi des tests qui visent à décrire les conditions météorologiques dans diverses villes des États-Unis. Alors à cette époque, les chaînes info n'existent pas, Internet non plus. La seule façon de vérifier les dires d'Ingo Swann, c'est de téléphoner au bureau météo local. Qualitativement, les expériences ont des succès car Ingo parvient régulièrement à fournir des détails sur le type de nuages par exemple, selon l'altitude, en partant du sol jusqu'à plusieurs milliers de mètres. Il parle aussi de l'humidité, de la température. Alors, vous vous en doutez, les protocoles sont assez rigoureux, c'est un physicien au départ qui les met en place, et Ingo ne se contente pas de dire « Oh, il fait beau » ou alors mince, il pleut ». Mais évidemment, la collaboration va beaucoup plus loin et de nouvelles expériences sont imaginées pour décrire par exemple le contenu d'enveloppes fermées qui renferment des photos, ou alors décrire le contenu de boîtes scellées qui contiennent des objets. Au sein du laboratoire, on comprend que quelque chose d'inhabituel se passe vraiment, parce que ça marche. Ces visions à distance fonctionnent. Apparemment, une conscience peut vraiment obtenir de l'information
en dehors de toute communication sensorielle conventionnelle. On répète les essais en augmentant les conditions de cécité à la cible choisie. Les enveloppes sont désormais tirées au sort, parmi plusieurs possibles. Et lorsqu'on demande aux voyants de décrire le lieu où se trouve caché un des expérimentateurs, cela fonctionne très souvent alors que personne dans le laboratoire ne sait où celui-ci est parti, parfois à des kilomètres en voiture. Alputov est rejoint par un autre physicien très connu, Russell Targ, qui a beaucoup travaillé sur le rayon laser à la fin des années 60, et les travaux de cette équipe, qui est nouvellement formée, va intéresser la CIA. Rebaptisé Vision à distance, Remote Viewing, ce protocole inspire à la CIA un programme de recherche subventionné pour comprendre d'une part comment une conscience individuelle peut avoir accès à des informations normalement inaccessibles, et d'autre part pour développer des applications à cette capacité, notamment pour faire du renseignement. Ce financement public et classé secret défense va courir sur les 2 décennies qui suivent jusqu'à 1995. Les protocoles d'expérience employés consistent à demander à un sujet de décrire une cible après avoir pris soin de l'éloigner d'une quelconque fuite sensorielle. Enfermé dans une pièce, voire dans une cage de Faraday, ce qui bloque toute communication radio par exemple, et aussi démontre par la même occasion que l'information intuitive ne circule pas via des ondes, le voyant a pour tâche de décrire la cible, de la dessiner, sans chercher à savoir de quoi il s'agit. Et la cible, elle peut être de toute nature, une photo dans une enveloppe, un objet, un lieu choisi au hasard, pour lequel on a communiqué au voyant de simples coordonnées géographiques. La cible peut être sélectionnée avant l'expérience, ou même après, ce qui permet d'ailleurs de tester alors la précognition, et d'être certain que personne ne connaît la cible au moment de l'expérience. En exprimant ses sensations, en décrivant les formes, les dimensions, puis ce qui s'y déroule, dans le cas d'un lieu par exemple, le sujet obtient une description qui est ensuite comparée à la cible elle-même. Les résultats sont analysés sur le plan qualitatif, mais l'utilisation des statistiques demeure indispensable pour voir apparaître un effet significatif sur un grand nombre d'expériences. Pour chaque session de remote viewing effectuée, la cible est mélangée à 4 autres cibles assez différentes les unes des autres. Ce sont des leurres. Ce paquet de 5 cibles est ensuite présenté à un juge extérieur qui doit, juste en lisant la description du voyant, retrouver laquelle est la bonne parmi les leurs. On lui demande de les classer dans l'ordre de celle qui correspond le mieux à celle qui correspond le moins bien. Sur 120 combinaisons de classement possibles, par le simple hasard, le juge a en fait une chance sur 5 de mettre la bonne cible au premier rang. Lorsque cela arrive une fois, on peut volontiers parler d'un coup de chance. Mais c'est la reproduction d'un grand nombre d'expériences qui permet de voir si la moyenne statistique du classement est au-dessus de ce que l'on devrait obtenir simplement par le hasard. En 1974 et en 1976, Targ et Puthoff publient les résultats de leurs recherches dans le magazine Nature et dans la revue scientifique de I3E. En 1988, le docteur Edwin May, qui a rejoint l'équipe, analyse toutes les expériences réalisées depuis 1973. Dans son livre « La conscience invisible », le chercheur Dean Radin rapporte à propos de cette analyse. Ses collègues et lui analysent 154 expériences consistant en plus de 26 000 tests réalisés sur 16 années. Sur l'ensemble, un peu plus de 1000 étaient des visions à distance effectuées en laboratoire. Les résultats statistiques indiquent des probabilités de 10 puissance 20 chances contre 1, donc plus de 1 milliard de milliards, pour que ces résultats soient dus au hasard. Au milieu des années 70, le programme de recherche est passé sous le contrôle de la DIA, Defense Intelligence Agency, et en 1978, l'armée américaine crée une unité spécialisée dans l'utilisation du remote viewing. Une équipe de militaires sélectionnés sont formés au moyen d'un protocole nommé contrôle de remote viewing et régulièrement missionnés à des fins de renseignement. Ce sont des missions de description de cibles stratégiques ou des localisations. Parmi eux, Joseph McMonigle est le plus connu. Il est connu pour être le meilleur remote viewer des forces armées américaines et il raconte dans son livre comment il a participé en novembre 1979 à la description et à la localisation d'otages américains. C'est durant ce qu'on retiendra ensuite comme la crise iranienne des otages. Il raconte aussi comment, face à l'échec de tous les moyens de recherche conventionnels, il a aidé l'US Air Force à récupérer au Zaïre l'épave d'un Tupolev 22 soviétique top secret. Pour la petite histoire, il faut savoir que pour ses nombreux services rendus dans le cadre de sa carrière militaire en tant qu'espion psychique, Joe McMonigle est le récipiendaire de la médaille du mérite américaine.
En 1991, le programme prend le nom de Stargate et est transféré du SRI au SAIC. C'est une organisation internationale d'applications scientifiques qui est administrée par le chercheur Edwin May. Différentes agences de renseignement, souvent reliées à l'américaine et aux services spéciaux, vont y avoir recours. Les informations délivrées par la voie intuitive sont étudiées avec considération et sont régulièrement pertinentes, en dépit du fait qu'elles soient souvent fragmentaires et pas toujours facilement exploitables. Des informations étonnamment précises sont souvent obtenues sur certaines cibles ennemies, notamment pendant toute la période antérieure constituant la guerre froide. Le programme est assez bien considéré, même si tous les ans il est remis en question. En fin de compte, il est reconduit chaque année et des crédits sont à chaque fois votés car sa mise en œuvre est simple, rapide et sans danger. Les informations obtenues s'affranchissent des distances et des dispositifs de sécurité ennemis. Cela ne coûte pas très cher et les moyens humains se limitent à quelques personnes entraînées qui n'ont pas besoin d'être envoyées sur le terrain. Mais en 1994, les crédits en provenance principalement de la CIA, de la DIA, de l'armée, de la marine et même de la NASA, qui ont constitué en tout une enveloppe globale de 20 millions de dollars sur une vingtaine d'années, eh bien ces crédits finissent quand même par diminuer. En fait, le programme s'essouffle. Certaines personnes partent à la retraite, certaines d'entre elles qui ne sont plus liées par le secret se mettent à écrire des livres à succès, qui vont forcer la CIA petit à petit à déclassifier certaines parties du programme et à y mettre fin tout simplement sous la pression des critiques qui alors se déchaînent totalement. Les véritables raisons de la fin du programme sont floues et elles sont multiples. Il y a des problèmes d'entente, des problèmes politiques entre différentes personnes, il y a aussi des fuites de plus en plus difficiles à contenir, des départs à la retraite comme on a dit, de certains responsables, des responsables de confiance, et puis il faut bien le dire aussi, il y a des résultats qui sont parfois inégaux, qui sont contrebalancés par des moyens modernes qui sont à ce moment-là de plus en plus performants. Alors tout cela, c'est autant de raisons qui poussent le gouvernement à estimer en fin de compte que, apparemment, l'espionnage psychique n'est plus aussi efficace qu'avant. À partir de 1995, de nombreux acteurs de ce programme prennent la parole. Ils sont médiatisés, ils publient des livres, font des conférences, montent même des centres de formation. Des anecdotes, des récits authentiques viennent complètement stupéfier l'Américain moyen, mais aussi nourrir des rumeurs et des spéculations qu'Internet se charge encore aujourd'hui de relayer. Pour se justifier, la CIA nomme 2 rapporteurs chargés d'étudier et de qualifier les résultats des 10 dernières années de recherche. C'est la statisticienne Jessica Hutz et le psychologue sceptique Ray Hyman qui évaluent ensemble les expériences de remote viewing en procédant à une méta-analyse. À la fin, dans son rapport, Hutz déclare « Cette forme de cognition est possible et a été démontrée. Cette conclusion n'est pas fondée sur une croyance, mais sur des critères scientifiques communément acceptés. On ne peut pas se contenter d'expliquer par des problèmes méthodologiques ou statistiques cette accumulation de résultats aussi constants que cohérents. » C'est Jessica Hutz qui dit tout ça. Son collègue sceptique reconnaît, lui, que les résultats obtenus ne sont pas dus au hasard, ni à des problèmes de fraude, ni à des problèmes de triche, ni à des problèmes méthodologiques, ni à des erreurs de calcul de statistiques, ni à l'effet terroir consistant à laisser de côté les recherches sans résultat positif. Alors sur le fond, en fait, il est d'accord sur tout, mais il refuse de se prononcer en faveur de l'existence des capacités intuitives et préfère se laisser 10 ans de plus pour réfléchir et pour découvrir le biais expérimental ou l'erreur de calcul passée inaperçue dans toute sa recherche. 20 ans sont passés, et aujourd'hui, Ray Hyman n'a toujours pas rapporté un biais inconnu dans tous les protocoles. Au-delà des recherches statistiques, les recherches sur le remote viewing ont permis une compréhension du phénomène de voyance comme un processus physiologique et cognitif. La déconstruction et l'analyse poussée du phénomène, mis en perspective avec les recherches en psychologie sur la perception, ont mis en lumière différentes étapes et stades au cours desquels l'information intuitive se manifeste. Cela a permis la fabrication de méthodes qui, lorsqu'elles sont suivies, améliorent la quantité et la qualité des informations intuitives perçues. Alors, que dire en conclusion de toutes ces recherches? A-t-on prouvé que la capacité de voyance existe vraiment? Les recherches sur ces capacités, depuis plus de 200 ans, ont toujours suscité d'importantes controverses. Des milliers d'expériences diverses permettent d'accumuler des résultats statistiques qui montrent bien qu'il se passe quelque chose, mais admettre l'existence de la capacité de voyance pose quand même de nombreux problèmes.
Ceci ne se limite pas aux aspects techniques des expériences menées, mais pose la question de comment ces phénomènes observés s'inscrivent dans le monde tel que nous le connaissons au niveau de ses lois physiques. Concevoir qu'une conscience peut avoir accès à de l'information autrement que par des processus habituels de déduction, et aussi indépendamment de l'espace et du temps, eh bien ça peut être une idée choquante qui heurte les conceptions en usage. De plus, les publications en faveur de l'existence des capacités intuitives reçoivent souvent beaucoup de critiques, parfois à juste titre, parfois davantage pour des raisons idéologiques. Mais tout cela amène quand même les protocoles d'expérience à s'améliorer sans cesse. Les chercheurs font alors la chasse au moindre biais expérimental qu'on pourrait leur opposer ensuite. Cela amène une telle complexification des expériences que le phénomène que l'on cherche à observer finit par se montrer de plus en plus compliqué à traquer. C'est une raison pour laquelle, même au sein de la communauté des chercheurs, le consensus autour de l'existence de la voyance n'est pas toujours très clair. Certains parlent même d'élusivité. Le phénomène existe, mais il disparaît au fur et à mesure qu'on le traque. Pour certains, comme pour le professeur de maths Yves Lignon, le fait est démontré. En 2015, il me disait la chose suivante. En matière scientifique, un consensus ne peut s'établir qu'à partir de résultats expérimentaux obtenus à partir d'un protocole méthodologiquement indiscutable. À propos de la voyance, l'évaluation des travaux expérimentaux réalisés depuis 1900 montre que cette condition est satisfaite. Par conséquent, un premier constat à faire est que ceux qui contestent la mise en évidence de la voyance en laboratoire se situent en dehors du champ du débat scientifique. Pour ces chercheurs qui sont OK avec le phénomène de voyance, l'affaire ne consiste plus à chercher si tout cela existe, mais à comprendre comment la voyance fonctionne et quelles applications on peut lui trouver. Mais pour certains autres chercheurs, même si le phénomène existe et s'observe au travers d'expériences extraordinaires, avec des sujets doués, ou grâce à des résultats statistiques, eh bien, ça demeure non prouvé, au sens de la preuve physique du terme. Dans son acception, le phénomène doit se reproduire quasi mécaniquement de la même façon et avec une même prédictibilité des résultats. Or, les expériences ont montré aussi que les capacités de voyance sont parfois capricieuses, qu'un déclin des résultats peut s'observer. Par exemple, dans les expériences de Joseph Banks-Rhine, dont j'ai parlé dans la 3e vidéo de cette série, les sujets se lassent de chercher à deviner des cartes, et les résultats significatifs que l'on obtient dans les premières séries de tests finissent par diminuer. On peut même dire que, par exemple, selon l'humeur, l'état du voyant et aussi l'état d'esprit des expérimentateurs autour de lui, les résultats fluctuent. Des sceptiques qui désirent prouver que rien de tout cela n'existe peuvent, en reproduisant parfaitement une expérience qui marche, simplement par leur intention, perturber l'ensemble de l'expérience et obtenir l'échec qu'ils veulent de toute façon obtenir. Dans son livre Alexis Didier, un voyant prodigieux, le philosophe Bertrand Meust souligne aussi l'aspect non mécanique de la voyance. Ce qu'il dit est que le voyant se révélait souvent éblouissant dans des démonstrations et les tests qui lui étaient proposés, mais il lui arrivait aussi parfois de les manquer. Ces ratages pouvaient se relier souvent à son état de forme, mais aussi à l'ambiance psychologique dans laquelle il pouvait se retrouver. En présence de trop nombreux sceptiques, comme s'il devenait sensible à l'intention de certains désireux de le voir échouer, eh bien, le jeune homme échouait. Cela ne manquait pas, évidemment, d'alimenter les polémiques, et il fallait beaucoup d'intelligence et de recul pour ne pas en quelque sorte jeter le bébé avec l'eau du bain et discréditer tout le reste. Cet aspect de la voyance difficile à capturer dans les expérimentations en raison d'un effet de déclin parfois évoqué doit nous rappeler aussi que les sujets d'expérience et ceux qui les étudient sont des êtres humains. Et comme toute expérience sur des groupes d'individus, on se retrouve parfois avec des fluctuations de résultats pas toujours bien compréhensibles. Ce genre de fluctuation, c'est quelque chose qui se produit notamment lorsque l'on vérifie l'efficacité d'un médicament sur un type de population plusieurs années après l'avoir mis sur le marché par exemple. La molécule ne change pas, ni les critères de sélection des groupes témoins, et pourtant, on s'aperçoit parfois que l'action thérapeutique du médicament n'est plus aussi bien démontrée qu'auparavant. L'étude des voyants doués, se retrouvant parfois en échec, peut aussi se comparer à la situation de n'importe quel sportif ou artiste qui exploite son talent. N'y a-t-il pas, par exemple, d'excellents buteurs qui, sur plusieurs séries de matchs de foot, parce qu'ils sont sous pression ou dans une période de doute, ne parviennent plus à mettre un seul ballon dans les cages. Vous avez déjà sûrement entendu parler aussi d'artistes qui jouent sur scène et qui expriment parfois que, en fonction de l'atmosphère de la salle, ils ne jouent pas pareil, comme si la somme des intentions des personnes présentes formait une sorte d'intelligence collective propre à les influencer dans l'expression
qualitative de leur art. Finalement, le problème posé est davantage idéologique et social. Yves Lignon nous le confirme et nous disait la chose suivante. Admettre que l'existence de la voyance est prouvée scientifiquement remet en cause une certaine conception de l'être humain et de ses rapports à son environnement. Accepter la voyance avec ses caractéristiques, c'est-à-dire indépendance de la distance et du temps tel qu'il est communément vécu, cela remet en cause l'idée que nous ne serions que des machines biologiques, des mécanismes d'os et de chair destinés à tomber un jour définitivement en panne. Certains n'accepteront jamais cette remise en cause qui, soit dit en passant, n'a rien à voir avec l'adhésion avec une religion quelconque. Il ne s'agit que d'une interrogation sur ce que nous sommes et le refus de la voyance n'est que le refus de cette interrogation. Aujourd'hui, faire de la recherche sur ce phénomène peut ostraciser certains chercheurs, en France notamment. Certains chercheurs donc subissent une véritable chasse aux sorcières et peuvent se faire blacklister. Certains autres, pour ménager leur carrière, sont obligés d'employer des pseudos pour écrire ou pour publier des recherches. Il faut savoir que, aux États-Unis, même s'il n'existe pas de consensus scientifique sur ces questions, la Parapsychological Association fait partie de l'Académie des sciences américaines depuis 1969. Voilà, nous sommes à la fin de cette série de vidéos sur les thématiques croisées de la science et de la voyance. Si cela vous a plu, dites-le en commentaire ou partagez ces vidéos sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si les sujets de l'intuition, de la recherche et de la pratique des arts divinatoires vous intéressent particulièrement. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.